Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce journal. Alors que le dernier vol de rapatriement des migrants ivoiriens en détresse en Tunisie est arrivé hier, 2600 autres attendent leur tour. Que prévoit le gouvernement pour ces derniers? Élément de réponse à suivre dans ce journal. 305 militaires de l'armée ont décidé volontairement de quitter leur poste, certains pour rejoindre l'administration publique. Ils ont officiellement dit au revoir au corps militaire ce mercredi. Et puis vendredi 24 mars, les éléphants affronteront à Bouaké les Sélacantes comoriens. Jean-Louis Gasset a dévoilé une liste de 23 joueurs pour conduire son équipe déjà qualifiée pour la victoire. Et ils sont 770 à avoir été rapatriés en Côte d'Ivoire face aux violences anti-migrants en Tunisie. Les derniers sont arrivés hier. Ils ont été accueillis par le ministre délégué auprès de la chef de la diplomatie ivoirienne à la question du sort des 2000 autres inscrits en attente en Tunisie. Il fait des précisions. Le reportage de Timé Danger et Fulgence Kissiedou. Aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan-Port-Bouët. Mardi 14 mars 2023, 19h20. Le porteur de la compagnie nationale, affrété pour la 5e rotation retour de Tunisie, achève son atterrissage. À bord, 153 Ivoiriens, pris fin février dernier dans la tourmente des violences anti-migrants subsahariens. Au pied de l'échelle de coupé pour le traditionnel Akwaba au bercail, le ministre délégué aux Affaires étrangères, à ses côtés, le dispositif de la Direction générale de la diaspora, en première ligne, pour le retour de tous les Ivoiriens en situation de détresse. Sur les lieux, le contingent de la dernière rotation laisse éclater son soulagement. Cap maintenant sur le site de profilage du migrant de retour. Le ministre délégué fait le circuit qui comprend les box tenus par les services du ministère de tutelle, de la sécurité et de l'état civil. Restons ensemble, travaillons ensemble pour notre pays. À terme, l'ex-représentant permanent de la Côte d'Ivoire auprès de l'Organisation des Nations Unies à New York fait des précisions sur les rotations effectuées à ce jour et rassure ceux qui, au nombre de 2600, se sont inscrits pour regagner la mère patrie. Les semaines passées, la situation en Tunis était très tendue. Et avec la décrispation que nous constatons aujourd'hui, certains qui étaient cachés à l'intérieur du pays, dans les villes du pays, ont pu peut-être progresser vers Tunis et ont cherché à retrouver leur ambassade à l'effet d'obtenir des autorités de l'ambassade qu'ils soient rapatriés sur la Côte d'Ivoire à l'instar de leurs frères qui ont pu déjà faire le déplacement vers leur pays. À la clôture des opérations de profilage, les passagers du dernier vol retour ont été conduits à l'INJS de Marcouri pour un séjour de 3 jours, un temps de repos et de projection sur les activités à mener pour leur réintégration socio-économique. Ce mercredi, 305 militaires ont fait leur adieu à l'armée ivoirienne, certains pour rejoindre l'administration et pour d'autres pour partir à la retraite. Une cérémonie marquée par la présence du ministre d'État, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara, et du chef d'État, major des armées. Leur reportage de Salifia Lekwe et Mathurin Badé. Ce sont 249 militaires qui intégreront les eaux et forêts, les affaires maritimes et l'administration pénitentiaire au titre de la reconversion, et 56 militaires qui sont admis au départ volontaire à la retraite. Ils ont officiellement dit au revoir à l'armée ivoirienne au cours d'une cérémonie solennelle dans la salle de conférence de l'état-major général des armées. Le ministre de la Défense a à cette occasion présenté ces hommes au département d'accueil. Cette année, en plus du départ volontaire à la retraite, la reconversion de nos militaires dans certains corps de la fonction publique nous permet de dire que ce processus a franchi une étape supplémentaire. Cette opération, qui est à sa première phase, permettra aux hommes et aux femmes sélectionnés après examen d'une commission interministérielle
de mettre à la disposition de certains ministères qui ont bien voulu accepter de les accueillir, leurs compétences et leurs expériences diverses. À son tour, le chef d'état-major général des armées, Lassina Doumbia, a prodigué des conseils aux désormais ex-militaires. Sachez que nous respectons vos décisions. Ces choix, vous les avez opérés librement et en toute connaissance de cause. Pour autant, nous voulons vous assurer de l'engagement de la haute hiérarchie militaire à vous accompagner jusqu'à votre intégration définitive au sein de vos nouvelles administrations et dans le tissu social et économique. Le projet de départ volontaire à la retraite est prévu par le Code de la fonction militaire en son article 94 et la loi de programmation militaire de 2016-2020. Plus de 4800 soldats, principalement des sous-officiers, ont quitté les rangs des forces armées depuis 2017. Et puis la deuxième cohorte des jeunes formés au métier de la mer et de l'industrie ont reçu officiellement ce mercredi leurs attestations à l'Académie régionale des sciences et techniques de la mer en présence du chef du gouvernement Patrick Hachi. Cette formation qui vise à améliorer l'employabilité des jeunes est un programme initié par le ministère de la Jeunesse. Le reportage de Pierre Dipomélin, Zécré Joseph. Ils sont 1000 au total à avoir appris 21 métiers en lien avec la mer et l'industrie. Une formation adaptée aux besoins du marché du travail. Ces jeunes améliorant ainsi leur employabilité à l'initiative du ministère en charge de l'insertion professionnelle et ARSTM. Sur les 1000 jeunes qui ont été formés, au bout donc de 2 mois, c'est-à-dire au 28 février, il y a 438 jeunes qui sont en insertion, soit à travers un CDD, un CDI, ou en stage pré-emploi donc au sein d'une entreprise, ce qui représente un taux d'insertion de 43,8%. Bien évidemment, la majorité de ces jeunes sont en attente donc d'une insertion professionnelle. Et pour ce faire, un comité d'insertion a été mis en place, regroupant l'Académie de la mer et l'Agence Emploi Jeunes, pour faire le suivi donc, de leur situation post-formation. Et l'idée pour nous, c'est que dans les 6 prochains mois, tous ces jeunes puissent avoir une opportunité d'insertion professionnelle. Le Premier ministre Patrick Hachi, chargé de mettre en musique la volonté du chef de l'État, qui a consacré 2023 à la jeunesse, est venu être témoin de la remise des attestations. Le but de ce dispositif est d'améliorer l'employabilité de l'ensemble de notre jeunesse et notamment des plus vulnérables, les plus éloignés de l'insertion et de l'emploi. C'est pourquoi l'État tend la main et aide tous les jeunes qui veulent avancer. C'est aussi pour cette raison que nous avons initié le programme École de la seconde chance. Les bénéficiaires, eux, évaluent bien l'opportunité qui leur est offerte. Nous avons eu une promesse de l'Agence Emploi Jeunes qui était de nous former, nous trouver les stages et nous insérer. Donc nous faisons confiance à l'Agence Emploi Jeunes, nous faisons confiance au ministre de la Jeunesse. Nous avons plusieurs options parce que d'abord cette formation a été initiée dans le but premier pour piloter les navires qui viendront en Côte d'Ivoire, que l'État a déjà fait des commandes. Cette seconde vague de 1000 jeunes fait suite à une première de 500 personnes. La RSTM entend prendre toute sa part dans la réalisation des objectifs de cette année de la jeunesse à travers la formation des jeunes dans le domaine maritime, portuaire, logistique, industriel et offshore, qui constitue un grand gisement d'emplois. Et la FESI fait à nouveau parler d'elle. Des étudiants en médecine de la cité universitaire de Port-Bouët affirment avoir subi des agressions de la part des membres de cette fédération, faisant des blessés et plusieurs dégâts matériels. Pour ces derniers, c'est une violence de trop dont ils souhaitent avoir justice. Le reportage de Nikema Moussa, Mathieu Rambadé et Zécré Joseph. Ces scènes de violence se déroulent à la cité universitaire de Port-Bouët, où la plupart des résidents sont des étudiants en sciences de santé. Quelques semaines après ces actes, des étudiants, victimes de ces attaques, reviennent sur les faits. Ça a été vraiment du lourd, car ces individus sont venus avec des armes blanches, des machettes, même certaines personnes qui avaient des bouteilles, des marteaux, des bois, commençaient à tabasser des étudiants en médecine pour des raisons inconnues. Et il y a certains d'entre eux-mêmes qui sont montés dans les étages pour casser les portes de certains étudiants en médecine et voler les divers téléviseurs, les frigos, les ordinateurs portables et même les téléphones portables. Avec les oppositions des autres étudiants,
Cela a vraiment créé des turbulences. Donc ils ont, comme on dit dans notre jargon, allé mobiliser certains de leurs confrères pour venir, notamment de la cité de Port-Bouille 2, venir avec des machettes, des couteaux pour venir agresser, casser les différentes portes des différents étudiants. Pour la plupart de ces étudiants, cette agression n'était pas la première. Et chaque fois, des blessés et des matériels emportés. Étant à terre, ils m'ont tapé avec un ventilateur. C'est-à-dire le haut du ventilateur est quitté, c'est le bas qui est resté. Ils ont commencé à me taper avec les coups de pied. Vraiment, je me suis débattu, je suis à me lever. Parce que je ne peux pas rester à terre, je me suis à me lever. Où ils me sont ingénieux, il y a un, je ne sais pas où il est quitté, une bouteille de vin vide. Donc ça, il dit qu'il résistait, donc il a mis sur ma tête en même temps. Bah, il m'a rendu compte, il a commencé à saigner au niveau de la tête. Il saignait au niveau de la tête. Donc même qu'ils ont vu qu'il a commencé à saigner, ils ont tiqué. Accusé de ces actes de violence, le responsable de la Fédération estudiantine et scolaire donne son explication sur les causes de ces récurrentes tensions. Il y a un bâtiment qui a loué aux étudiants en sciences de santé. Et là-bas, il y a une bouteille de gaz qui a explosé. Ils sont allés au secours de la chambre qui a failli être sinistrée. Lorsqu'ils ont constaté l'accident, ils ont posé la question à l'étudiant, « Ton voisin était où ?» À lui de répondre que depuis un certain temps, notre voisin n'est plus là. Il a dit que pendant que nous, on cherche chambre pour dormir, vous avez un bâtiment jusqu'à vous dormir quand vous voulez. On va venir dormir là. Voici ce qui déclenche la bagarre. Au-delà, le responsable de la communauté estudiantine affirme que la FESI est désormais dans une réforme interne. Il y a une nouvelle équipe de la FESI qui a envoyé un esprit nouveau, un esprit de rassemblement. Ici à l'université, tout va bien. Le combat que nous menons là, c'est pour l'ensemble des élèves et étudiants de Côte d'Ivoire. Mais en même temps, nous ne sommes pas une organisation qui est en train de mener un combat de leadership, non. On n'a pas besoin de ça. Créée dans les années 1990, la FESI a pour but de lutter en faveur des intérêts des élèves et étudiants ivoiriens. Mais ces dernières années, elle fait face à une grande vague de critiques sur ses agissements, notamment dans les différents campus. La dernière en date est avec l'Association des élèves et étudiants musulmans, AEMC, qui accuse la fédération d'avoir violenté une dizaine de ses membres. Et puis c'est la cinéaste que tous les plateaux s'arrachent en ce moment. Elle a raflé le 2e prix des écoles de la 28e édition du FESPACO pour son film documentaire sur les traces de mes ancêtres. Zainab Soumaoro est notre invitée ce soir. Mais avant, je vous propose de revoir la projection de son film à Ouaga. Reportage. C'est devant un public composé de professionnels et de passionnés du 7e art, tous réunis au cinéma Canal Olympia de Pissy à Ouagadougou, que la réalisatrice ivoirienne Zainab Soumaoro a présenté son film sur les traces de mes ancêtres. Aujourd'hui au FESPACO, c'est une très grande joie, c'est une fierté surtout, d'abord pour mon institut, mais en plus pour la Côte d'Ivoire, vu qu'on est là en tant que représentant de la Côte d'Ivoire, c'est vraiment une fierté, un honneur et un hommage surtout à mes ancêtres, parce que c'est d'eux que je parle et c'est grâce à eux que je suis là aussi. Un documentaire qui a retenu l'attention du public. J'ai sincèrement aimé la production. Je pense que ce film est bien parti pour être primé dans la catégorie cinéma-école. J'ai trouvé le film vraiment intéressant parce que c'est vraiment nécessaire de savoir d'où l'on vient et franchement son documentaire est très instructif. Le film s'inscrit dans la liste des compétitions officielles du festival. Avec l'insertion des films écoles au FESPACO, cela va booster encore l'enseignement du cinéma dans les écoles, va encore engranger plus d'élèves, plus de passionnés de la production et nous avons confiance que le cinéma va pouvoir revivre. La Côte d'Ivoire est représentée dans cette catégorie avec 3 productions. 11 films ivoiriens sont en lice pour les Yenenga 2023. Les résultats seront connus ce samedi 4 mars 2023. Et bonsoir Zainab Soumaoro, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes donc de retour en Côte d'Ivoire, vous n'êtes pas rentré les mains vides puisque vous avez raflé le 2e prix des écoles du FESPACO. Qu'est-ce que ce prix représente pour vous? Ce prix représente une fierté, un honneur d'avoir représenté mon école, l'ISTC Polytechnique, mais en plus de ça, la Côte d'Ivoire. C'est vraiment un très grand honneur pour moi de ramener ce prix
à ma patrie. L'histoire de ce documentaire raconte votre propre vie, votre propre histoire, celle d'une jeune fille qui part à la recherche, à la découverte de son histoire. Qu'avez-vous découvert sur place et qu'est-ce qui a fait la différence au FESPACO? J'ai découvert l'histoire des guerriers Soumaoro de Samatigila, qui sont mes ancêtres, qui ont eu à marquer un acte fort dans les années 1800. Ils ont protégé le village alors qu'il était prévu une attaque. Et lorsqu'ils ont réussi à protéger ce village-là, je pense que c'est tous ces honneurs-là qu'on arrive aujourd'hui à célébrer parce que chaque année, en signe de reconnaissance, on leur dédie une cérémonie de reconnaissance à l'occasion de la fête de Ramadan. Et c'est ce que je suis allée découvrir lors de mon documentaire. Pourquoi c'est important pour vous de connaître cette histoire et de la partager au monde? Est-ce que vous avez le sentiment que notre histoire n'est pas assez mise finalement sur le devant de la scène? Oui, effectivement, le retour aux sources, pour moi, c'est une manière vraiment de se réconcilier avec soi-même et de se recentrer sur ce qui est vraiment essentiel. Et aujourd'hui, ça a été une découverte pour moi, mais le fait de savoir que j'ai des ancêtres qui ont été des guerriers, ce qui fait qu'aujourd'hui, moi-même, je me définis également comme une guerrière, mais il a fallu que je parte à la rencontre de l'histoire pour savoir véritablement quelles sont mes origines. Et c'est votre envie aujourd'hui, si je ne me trompe pas, votre leitmotiv de raconter aujourd'hui la culture ivoirienne à travers vos productions. Vous avez seulement 24 ans, jeune cinéaste donc. Quels conseils pourriez-vous donner à des jeunes qui nous regardent ce soir et qui ont envie de se lancer dans la production audiovisuelle et aussi rafler plusieurs prix? Parce que vous en avez eu 3 à ce jour. Effectivement, j'aimerais leur dire d'être beaucoup persévérants, mais surtout patient, parce que la production demande énormément de patience. Cette production-là a été faite dans un cadre bien précis. C'est vrai qu'il y avait assez de pression, mais il a fallu énormément de patience pour que je puisse en arriver là. Donc, ça ne s'est pas fait tout seul, ça s'est fait avec toute une équipe. Donc, qu'ils sachent qu'ils auront affaire à une très grande équipe pour les accompagner et qu'ils soient prêts vraiment à braver toutes les étapes pour arriver au sommet. Où est-ce qu'on peut le voir, ce documentaire? Pour l'instant, il n'est pas encore mis en ligne, mais je compte bien le faire très vite. Une dernière question. Nous sommes dans le mois de mars, un mois consacré à la promotion des droits de la femme. Vous êtes une jeune femme, vous portez le voile, vous êtes réalisatrice, donc vous dirigez des équipes. Est-ce que vous avez eu à gérer des stéréotypes ou préjugés liés à votre apparence dans le milieu? Je dirais que pour moi, c'est assez particulier, assez singulier, parce que j'ai jamais eu j'ai jamais eu de préjugés par rapport à mon voile, parce que je pense que c'est mes compétences qui parlent, c'est mon travail qui parle, et partout où je suis passée, mon voile n'a jamais été un frein. Ni votre jeunesse. Oui, exactement. Votre condition de femme, tout simplement. Exactement. En tant que femme, vraiment, j'ai réussi à m'imposer dans le domaine et à faire de mon art aujourd'hui ce qu'il est. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite, Zainab? Encore plein de trophées pour ma patrie, pour la Côte d'Ivoire, mais aussi d'autres productions qui vont aussi dans le même sens que ce que j'ai déjà eu à faire. Merci infiniment, Zainab Soumaoro, d'avoir été avec nous ce soir. Je vous en prie, tout le plaisir est pour moi. Merci. Merci. Et du sport à présent avec les éléphants qui se préparent à affronter les Sélacantes comoriens à Bouaké le 24 mars. Jean-Louis Gasset a dévoilé ce mercredi la liste des 23 joueurs sélectionnés et on note le retour de Sébastien Haller. Le point de Nathan Koné. On connaît la liste des éléphants sélectionnés pour affronter l'équipe du Comore dans le cadre des 3e et 4e journées des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations. Jean-Louis Gasset, l'entraîneur de l'équipe, a rendu public son commando pour la double confrontation du 24 et du 28 mars prochain. Sur cette liste de 23, l'on note le retour en sélection de Sébastien Haller, qui avait été diagnostiqué d'un cancer du testicule en juillet 2022. Le joueur de Dortmund aura à ses côtés Jonathan Bamba, le Lillois, qui fait sa première en équipe nationale. Pour le reste, les cadres Serge Aurier, Eric Bailly, bien qu'en grande difficulté à l'Olympique de Marseille, Ibrahim Sangaré, Franck Kessié ou encore Max-Alain Gradel seront là. Parmi les grands absents de cette liste figure Nicolas Pepe, blessé, Wilfried Zaha, dont l'absence prolongée continue d'inquiéter. Seko Fofana, capitaine de Lens en France, qui avait signé son grand retour en sélection en 2022, ne sera pas de l'effectif. Le joueur n'est pourtant pas blessé, ni sous le coup d'une suspension.
C'est le stade de 40 000 places de Bouaké qui abritera le match aller du 24 mars prochain. Le match retour, lui, se jouera aux Comores 4 jours après. Après le stade de Yamoussoukro, celui de Bouaké nouvellement réhabilité est le second stade homologué par la CAF sur les 6 choisis pour accueillir la Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programme sur la nouvelle chaîne ivoirienne.